Salut tout le monde, bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux pour faire un retour des activités sur la planète foot. Au cours de la dernière semaine où on a vu le CF Montréal reconduire le titre de champion canadien du 11 montréalais, il y a de l'activité en Ligue des champions et il y a évidemment toutes vos questions auxquelles on va répondre en fin d'émission. Mais d'abord les gars, comment ça va? Passez une bonne semaine? Très bien, toi? Oui, oui, oui. Écoute, j'ai un genre de vide avec lequel j'ai de la difficulté à négocier cette semaine, sachant que depuis la mi-avril, il y a rarement eu un moment où on ne parlait pas du CF Montréal ou de ce qui s'en venait pour le CF Montréal. Là, on est en mode bilan. D'ailleurs, on va en parler au cours des prochaines minutes. C'est agréable, mais c'est bizarre. C'est comme ça que je décrirais ma semaine jusqu'à maintenant. D'ailleurs, on va commencer avec ça. Peut-être, Sid, on va y aller avec toi d'abord. Court commentaire sur la finale, si tu as quelque chose de sportif à dire là-dessus, mais surtout, si tu as un constat que tu fais, une seule chose à retenir du bilan où on a vu quatre joueurs, Kamal Miller, Georgi Mihailovic qui a été nommé MVP, il y a également Samuel Piette qui était là en compagnie de Victor Wanyama avant que Olivier Renard, le directeur sportif, et Wilfred Nancy, le coach, parlent au cours de ce bilan-là. Tu retiens quoi? Alors sur le match de dimanche, on peut dire que c'est un match à l'image de la saison. On peut même pousser, on peut dire que c'est un match qui était caricatural de ce que faisait le CF Montréal, avec une capacité à avoir la maîtrise du jeu, comme ils Mhm. l'ont eu assez souvent durant la saison, et une incapacité de faire des différences significatives, hormis le but de Kyoto, et qui a laissé le CF Montréal être à la merci d'un retour potentiel de Toronto, qui avait vraiment rien à faire là collectivement, et pour autant sur un poteau qui aurait pu Mhm. tout changer, aurait pu aller au tir au but. Donc c'est un match un peu caricatural, je dirais, mais globalement sportivement mérité pour le CF Montréal d'avoir remporté. Et si je devais retenir une seule chose du bilan, c'est la satisfaction générale qui a habité les différents protagonistes qui sont venus nous parler. Je pense que c'est ça qui fait le lien entre toutes les interventions. On est quand même satisfait de la saison et du travail mis sur le terrain depuis le début de l'année. Si tu prends les conversations que tu as eues sur le dossier depuis, si tu prends ce que tu vois passer sur les réseaux sociaux, dirais-tu que la satisfaction est générale aussi pour ceux qui ont reçu, qui, comme nous, ont écouté ce bilan-là, Sid? Ça va dépendre. Il y en a qui ont peut-être un peu plus d'exigence. Je crois qu'il y a des nuances. Hein. Donc ça, c'est juste en un Mhm. mot où j'ai tenté de répondre. Samuel Piette reconnaît aussi que l'objectif de faire les séries n'a pas été atteint, et donc a Ouais, c'est refusé de ça. dire que c'était une saison réussie, donc à moitié. Donc c'est un peu dans un côté blanc ou noir. C'est un peu compliqué d'évaluer cette saison, parce qu'on peut pas nier que c'est avant tout l'accession aux séries qui est importante. Mais je crois que d'un point de vue du public, c'est compliqué. Cette année-là est tellement à la fois sportive et en dehors du terrain que c'est compliqué de pouvoir évaluer le sentiment général. Mais je crois quand même que les gens sont capables de reconnaître que les choses qui se mettent en place sur le terrain sont encourageantes. Ouais, sur le terrain. Je pense que c'est là où c'était une sage décision. On ne sait pas ce qui va venir par la suite. On en parle depuis 2 semaines maintenant ici à Loin de Sans Foot. Est-ce qu'il y aura un bilan ou un point de presse des propriétaires ou de Joey Saputo? On ne le sait pas, mais d'avoir séparé les deux, je pense que ça permettait à tout le monde d'évaluer l'aspect sportif et la nuance dont tu parles, Sid, où on ne nous a pas vendu du rêve, là. Il y a des déceptions, on n'a pas assez marqué. Les fins de match ont été compliquées. On est déçus de ne pas avoir fait les séries parce qu'on sentait, et là je parle d'un point de vue à l'interne là, de l'équipe, on sentait qu'on était capable, qu'on avait ce qu'il fallait pour se qualifier. Moi, je pense que de ne pas se faire dire que tout est rose et qu'on est sur la bonne voie et que ça va bien aller dans le futur, c'est rassurant à quelque part parce qu'on comprend qu'à l'interne aussi, on a compris qu'il y a des améliorations importantes, il y a des progrès importants qui ont été faits, mais il y a des améliorations à apporter en vue de 2022. Toi, Jean, s'il y a une chose que tu retiens du bilan, c'est quoi? Moi, c'est ça. Moi, je reviens sur ce qu'a dit Olivier Renard et qui a mis les choses de façon très très claire. Et on va en reparler évidemment parce que il y a quand même quelque chose autour de lui qui fait que il y a un optimisme qui se dégage autour de lui. Ok.
Mais il dit, au départ, il y a une déception qui est de ne pas avoir franchi le cap des séries, de pas s'être qualifié pour ça, que derrière, il y a des éléments qui sont suffisamment positifs pour voir les choses dans la construction du projet sportif, clairement. C'est ça, moi, que je retiens surtout, c'est que, comme tu dis, on ne se cache pas, il y a eu des lacunes, en tout cas des moments ou des choses plutôt qui sont clairement améliorées, mais que le projet qui est mis en place depuis l'année dernière, ça remonte pas simplement à cette saison, tient la route. Clairement, s'il y a une ligne directrice, il y a une ligne directrice, elle est claire, elle est suivie aussi bien dans l'évolution du groupe et la façon dont Olivier Renard, en particulier, gère un petit peu les entrées, les sorties, les recrutements et la façon dont le groupe est en train d'évoluer, que dans le projet sportif. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement faire tourner et puis voir ce qui va venir sur le terrain ensuite. Tout est fait avec un projet derrière qui est un projet dans le jeu, parce que clairement, c'est établi aussi avec Wilfried Nancy, dont il faut dire que sa première saison est extrêmement satisfaisante. Il y a clairement, faut vraiment le noter et dire que justement à ce niveau-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Clairement, on va le revoir l'année prochaine et que, à mon avis, il sera même de retour avec dans toute cette incertitude qui vient avec la première saison, savoir est-ce qu'il va être à la hauteur, etc. Non, il a prouvé clairement qu'il était tout à fait à son aise. C'est pas simplement qu'il était à la hauteur, il est totalement à son aise dans le milieu MLS et que il va être encore plus, il va s'imposer encore plus, je dirais, au niveau de certaines demandes dans le recrutement. Ça, c'est un point sur lequel il faudra revenir à un moment, c'est que les calendriers sont sortis en début de semaine, aussi bien celui de la CONCACAF que celui de la MLS. La CONCACAF commence mi-février, il y a un premier tour, donc, et tout de suite après ce premier tour, donc 2 matchs, la saison MLS commence fin février, et durant ce premier mois, donc mi-février, mi-mars, si tu passes ce premier tour CONCACAF, tu as 8 matchs à jouer, et tu as une saison qui va se terminer. La MLS Cup se jouera début novembre, c'est-à-dire quasiment un mois avant, un mois plus tôt que les autres années. Donc tu vas avoir une saison qui va être extrêmement condensée, qui va être extrêmement lourde dès le départ, et que ça doit influer ça doit avoir une influence sur ta réflexion au niveau du recrutement. Et je pense que Wilfried Nancy, là-dedans, va avoir un gros mot à dire sur ce dont il a besoin et la façon dont il voit la saison dès maintenant, parce que clairement, tu vas commencer avec un camp qui va être un gros bloc, parce que tu vas rentrer tout de suite, dès février, dans le vif du sujet. Hein. Tu vas avoir 2 fenêtres CONCACAF à ce moment-là, une juste avant les matchs de février, une à la fin du mois de mars. Donc tout ce début de saison va être en sandwich entre 2 périodes CONCACAF qui demandent beaucoup de joueurs au CF Montréal. Donc tout ça, ça va être une réflexion sur laquelle le club va devoir se pencher dès maintenant. Et je pense que Wilfried Nancy va avoir un gros poids dans ce genre de décision. Oui, et c'est un défi en termes de recrutement, un défi en termes de roulement d'effectifs aussi au début de l'année, mais surtout un défi de préparation, parce que traditionnellement, on a souvent commencé dans le 20-22 janvier, quelque chose comme ça, pour des saisons qui débutaient le premier week-end de mars. Là, il faut que tu commences plus tôt et ça va être très condensé. Ça va être un contraste énorme avec ce qu'on a vécu cette année. C'est de mémoire, c'était 7, si ce n'est pas 8 semaines de préparation que le CF Montréal a eu cette année. Là, tu n'es même pas proche de ça. Là. Ça va être 4 peut-être. Et c'est la raison pour laquelle Wilfried Nancy a dit on a averti tout le monde, quand vous n'arrivez pas pour démarrer votre préparation. On vous donne les outils, on vous donne un plan de match pour que vous arriviez prêt le jour 1 à jouer un match 11 contre 11. Je pense que ça montre à quel point on est conscient que ça va être un défi de lancer, de sortir fort des blocs avec 2 compétitions de front. Sid, si j'ai à te demander, la priorité se trouve où dans l'entre-saison? C'est toujours un peu, on souhaite quelque chose de plus tranquille, là, s'il vous plaît, mais c'est toujours un peu abracadabra. C'est divertissant, mais c'est pas facile sur les émotions pour les supporters. L'entre-saison, le temps des fêtes, il me semble qu'il y a toujours un drame monumental qui
L'exemple ultime de ça, ça a été, je pense, Didier Drogba. On ne savait pas s'il s'en allait à Chelsea, on ne savait pas s'il revenait, mais il y a toujours une version en carton, une version light de ça pendant le temps des fêtes. Pour toi, la priorité numéro 1 d'ici le début de la saison prochaine, est-ce que c'est sur le terrain, sachant ce qu'on a vécu au cours de la dernière année, ou est-ce que c'est en dehors, dans les bureaux? D'abord, je vais donner à Nacho Piatti le mérite Aussi. qu'il revient, puisque Oui. le fameux bilan, il s'est pas présenté. Ça reste numéro 1 dans Oui, mes mais moi, expériences, attends, je pense. quand je te parle de l'entre-saison, là, il faut que la journée du bilan soit finie au moins. Là. C'est pour ça que je ne l'incluais pas là-dedans. Après, si on cherchait son camion de déménagement, tu as raison, ça tombait dans l'entre-saison. C'est un excellent point. C'est un beau moment de notre culture soccer. Eh boy. Écoute, je vais aller sur le terrain. Sur le terrain. Moi, je pense que ça reste du sport. Ça reste l'idée, c'est de gagner. Gagner explique tout, change tout, attire tout. Je pense sincèrement que oui, gagner, c'est aussi le reflet des décisions, c'est-à-dire sur le banc et dans les bureaux. Mais non, sur le terrain. Je pense que aujourd'hui, il faut de plus en plus remettre le terrain au centre des priorités. Et puis, j'ai dit ça en sachant que il faut ramener un directeur marketing, il faut ramener un président, il faut avoir un cap différent sur beaucoup de choses, d'un point de vue de communication notamment, mais une meilleure équipe sur le terrain, ça prend pas non plus 50 000 joueurs. La base est là, comme le rappelle Jean. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais dans l'optique où on a une saison condensée avec la Coupe du Monde qui arrive au mois de novembre et donc qui fait en sorte que les calendriers vont être étouffants et qu'on est dans une dynamique complètement différente, on a besoin à certains postes de pouvoir se renforcer ou du moins aller chercher une concurrence nécessaire. Et il y a un gros morceau qui au jour d'aujourd'hui, pour reprendre l'expression, est à combler, c'est Rudy Camacho. Et on ne peut pas nier que la stabilité de la défense et la capacité à cette équipe-là à relancer le ballon comme elle le fait est en grande partie due à la présence de Rudy Camacho au centre de la défense à 3. Et ça, c'est un élément qui sera à combler. Et je pense qu'on n'est pas dans une espèce de projection de potentiel comme on pouvait l'être avec Louis Binks et sa fameuse saison 2021 qui n'a pas existé à Montréal. Ce qu'a fait Rudy Camacho, c'est quand même d'un autre niveau que la révélation de Louis Binks en 2020. Et on aura un gros chantier de ce côté-là pour 2022 avec son remplacement éventuel avec les informations qu'on dispose aujourd'hui à un moment où on se parle. Es-tu en train de me dire que Rudy Camacho aurait été ton MVP, Sid? Non, pour moi, c'est. Non, je le sais. T'as été très. Je sais. J'essayais juste d'envoyer ma canne à pêche là, pour voir si t'allais prendre là-dessus. Ça va être intéressant. On parle de recrutement. Là. C'est un gros pari que peut-être qu'Olivier Renard nous dirait. Pour moi, je suis très confortable. J'ai confiance en ce qui s'en vient. Mais pour moi, c'est un point de bascule, ça, dans le plan d'Olivier Renard et sa capacité à dire, tu sais quoi, si ça ne te tente pas de prendre l'offre qu'on a sur la table, peu importe le niveau de jeu que tu as offert, j'exagère peut-être un peu, là, Rudy Camacho, c'est quand même pas les meilleures années de Nacho Piatti en termes d'importance pour l'équipe, mais cette année, il a été ultra important quand même pour l'équipe. Si tu réussis à remplacer Rudy Camacho, puis qu'au mois de juillet l'année prochaine, on n'en parle même pas, c'est un non-événement, puis ton équipe est aussi solide derrière, puis ça relance aussi bien, ben là, tu te dis, wow, OK, le focus vient vraiment sur le produit sur le terrain, l'équipe, le spectacle que ton équipe offre et pas seulement les individus. Parce que veux pas, si tu veux ressortir des individus, cette année, tu ne peux pas passer à côté de Rudy Camacho, qui a été super important. Pour toi, Jean, sur le terrain ou dans les bureaux, la priorité de l'entre-saison? Non, je suis clairement avec Sid sur le terrain. Sur le terrain. Ah ouais? Là, j'ai hâte de parler après. Vas-y. Non, mais totalement, parce que, oui, je crois que Sid l'a bien analysé. Au bout du compte, ce qui va définir la suite de ton projet, c'est ce qui arrive sur le terrain, et que ça reste quand même le fondamental, parce que c'est là que tu vois comment la politique de ton club qui vise son point final, c'est ce qui va être produit sur le terrain. Si c'est intéressant et que ça excite les gens et que ça donne envie d'y aller, que ça donne envie de continuer, de continuer à faire le chemin ensemble, etc.
si c'est encore un truc, on ne sait pas où ça va et que ça se traduit par un recrutement n'importe où, n'importe comment, et que finalement tu vois des joueurs qui viennent, qui se partent, et qu'il n'y a plus d'identification, qu'il n'y a plus rien, ouais, tu peux faire venir n'importe qui, ça va pas durer longtemps. Donc, non, moi je suis entièrement d'accord, c'est sur le terrain. Et ce que j'ai vu cette année, par exemple, avec l'arrivée régulière de jeunes, je trouvais ça Mhm. bien. J'ai trouvé ça très bien. Et c'était pas simplement dire on fait jouer des jeunes. C'était, parce que ça peut être très, très simple de les mettre, d'en mettre 5 à Halifax et puis de dire ah ben on a fait jouer des jeunes. Non, là c'est des gars qui ont joué un peu tel match, mais qui étaient prêts à revenir et qui ont été remis en situation de match la semaine d'après. Et c'est surtout ça, c'est la continuité, la régularité là-dedans qui fait que ça avance, et que le projet avance. Alors ça me navre, ça, d'entendre parler de joueurs désignés, ceci, joueurs désignés. Arrêtons avec les joueurs désignés. Monte un groupe qui tienne la route, qui soit solide, qui soit bien. Après, tu verras qui vient. Si tu as la possibilité d'avoir quelqu'un qui vient faire une énorme différence, d'accord. Pour moi, c'est pas une priorité. Ta priorité, elle est sur ton groupe et la façon dont il s'exprime actuellement. Voilà. Fais-moi 3 coups à la Kamal Miller l'année prochaine et puis voilà, bravo. C'est ça que je veux savoir. C'est ça que je veux voir avant tout. Parce que là, on n'en est pas à garder des individualités. Exactement. Tu vas regarder le projet et tel qu'il avance. Et sur 2021, la seule chose que tu peux dire, c'est qu'il a bien avancé. Il a bien avancé, mais puis là, je vais vous donner mon opinion. On a parlé de quoi toute l'année? D'identité. Ben oui, l'identité et du rebranding. Ben, c'est ça. Puis c'est la raison pour laquelle moi, c'est même pas proche et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais c'est même pas proche. C'est dans les bureaux, puis il n'y a pas photo, là. La priorité des bureaux, elle se retourne, puis elle voit même plus la priorité du sportif en arrière. D'abord parce que tu n'es pas obligé de la regarder. Tu es en business avec Olivier Renard et Wilfrid Nancy. Tu es sur la bonne voie. Tu espères de continuer de la même façon. La raison pour laquelle c'est la priorité, c'est pas juste 2021-2022. Didier Drogba, là, souvenez-vous, je faisais la blague tout à l'heure avec le Noël, ça avait été géré de manière catastrophique. Drogba était là-bas. Il n'y a personne qui a parlé. Je me souviens, moi, j'étais sur le téléphone avec le club le 23 au soir. J'étais en train de magasiner sur Sainte-Catherine. Oui, j'ai magasiné mes cadeaux de Noël en retard cette année-là, je suis désolé. Mais c'était ça pareil. On essayait de savoir, est-ce que vous allez parler, allez-vous pas parler? Silence. Ça avait été géré tout croche. Finalement, Didier Drogba revient. On le force à s'excuser publiquement auprès de l'équipe et à faire de l'aplaventrisme. Après, tu te ramasses avec un Didier Drogba qui a une saison 2016 qui n'a rien à voir avec sa saison 2015. Bon, ça peut arriver sportivement. Puis tu lui fais des adieux un peu tout croche alors que le stade olympique est à moitié vide après une finale contre Toronto. On ne savait même pas que ça s'en venait. Tu lui donnes un cadre, il parle 2 secondes, puis il s'en va. Ça, c'est un exemple. Après, ce qui est arrivé avec les Ultras la semaine passée, le focus vient là-dessus. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, on ne le saura jamais, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, et ce n'est pas des défenseurs des Ultras, mais ils m'ont dit, si les Ultras, ça marche, cette affaire-là, le stade est plein, puis tout le monde en aurait profité. Mais ça n'a pas fonctionné parce que tu n'as pas été capable de parler comme il faut avec tes supporters ou tu as choisi le mauvais moment pour faire une sortie ou une rencontre. Pour moi, c'est des décisions d'entreprise qui sont les plus importantes parce que si tu arrives avec un président qui dit la mauvaise affaire en arrivant ou qui a l'air un peu condescendant ou qui ramasse les ultras ou les supporters et qu'on ne saisit pas bien ce que sont les supporters du CF Montréal maintenant ou qu'on n'est pas clair sur le rebrand, les gars, tu vas avoir une équipe extraordinaire sur le terrain, mais personne ne va en parler. Ça va encore partir en vrille sur les médias sociaux. Ça va encore partir en vrille dans les médias où on se dit, coudonc, c'est quoi qui se passe? On va encore parler de déménagement. Et ça, t'as beau mettre la meilleure équipe sur le terrain, ça va peut-être remplir le stade pendant 1 an. C'est arrivé avec Didier Drogba. Mais après, on va revenir à la même vieille recette si tu n'as pas réglé tes problèmes dans les bureaux. Il y en a eu des moments extraordinaires. Il reste quoi de ça? Le côté sportif, tu es sur la bonne voie. Là, règle le côté entreprise parce que sinon, on va vivre un hype et après ça, on va planter comme sur le bord d'une montagne. C'est pour ça que pour moi, là, c'est super important. Puis c'est de loin la priorité, les bureaux, parce que oui,
on est sur la bonne voie sportivement, mais personne ne va en parler, puis les gens ne viendront pas plus au stade si tu les interpelles pas. C'est pas Olivier Renard qui a la job de les interpeller, c'est l'administration. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un petit quelque chose là-dessus avant de passer à Bob Bradley. T'as commencé avec un on apparaît de quoi? Je pense qu'il faut définir ce on et on verrait Qu'est-ce que tu que veux dire? c'est très compliqué. Ton allocution a commencé par on apparaît de quoi toute l'année. Bon, ben déjà nous, si c'est nous, mais nous ici on apparaît de terrain toute l'année, hein, comme principalement. Et je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça, par ce terrain-là. Et je parlais du fait de ce match contre Orlando qui était plein dans les conditions sanitaires qu'on connaît. Il y a des gens qui sont prêts à embarquer dans un produit sportif de qualité. L'affaire Drogba, qui est un bon exemple, c'est l'affaire où ça montre que tu as besoin d'un directeur sportif, puisque ça se réglerait pas auprès d'un président. Une personne, si la même situation est à Olivier Renard, tu es certain que tu n'as pas le même discours. Tu as simplement Olivier Renard qui dit c'est normal, il va à Stamford Bridge, il a passé 8 ans là-bas, pourquoi il irait pas à Noël, sa famille vit à Londres, qu'est-ce que ça fait qu'il fasse un tour d'honneur, c'est un joueur qui compte dans cette équipe-là de Chelsea, et puis voilà. Par contre, il a un contrat et on l'attend au début du camp d'entraînement. Fin. Donc ça, c'est des histoires qui peuvent se régler avec la meilleure communication, mais là c'était vraiment l'absence d'une personne forte d'un point de vue sportif, et ça, on l'a. Maintenant, il faut se focuser sur ceux qui veulent embarquer dans ce qui se met en place, et pour ça, eux, ils embarqueraient plus avec une équipe qui serait compétitive. Ceci étant dit, ça veut pas dire qu'il y a pas plein de problèmes qui sont à régler du côté administratif, ça c'est certain. Mais je comprends, sauf qu'on a parlé de la déconnexion, puis de nous trois, je pense que tu es le mieux placé, Sid, pour prendre le pouls sur le plancher des vaches, dans le soccer amateur, sur les terrains, à Montréal en particulier. Moi, les échos que tu as, ça parle davantage du produit qui est mis sur le terrain ou du drama qui est autour? Mettons là, que tu as à gager l'aiguille, quand est-ce que ça en parle davantage? Ça parle un peu plus du drama. Ça, je te le donne. Maintenant, ça, c'est pas lié à ce qui s'est passé depuis le 14 janvier. Ça, Non, c'est l'ADN et c'est pour ça. du club. Tu as Et c'est pour ça que tellement moi, raison. Puis juste pour conclure là-dessus, puis tu fais bien, si j'étais pas clair là-dessus, tu fais bien de le clarifier. C'est pour ça que pour moi, la priorité est là, parce que c'est pas une histoire de Kevin Gilmore, c'est pas une histoire de rebrand, c'est pas une histoire de 2021, c'est l'ADN de l'impact que tu as traîné avec toi au CF Montréal. Et c'est pour ça que moi, je veux. Excuse-moi, je t'ai interrompu là-dessus, là, mais non, du tout. c'est Mais là c'est la ça priorité. c'est ça que je voulais quand même préciser. Il y a un bagage qui est là, qui est pas dû en fait à l'administration récente et aux choix récents qui ont été faits. Et après, bon, parmi gens comme les supporters qui nous parlent d'un stade plein, le stade était plein en 2015 pour Didier Drogba. Faut arrêter de s'en fantasmer que le stade était plein genre, avant. Mais c'est vidé. Il s'est vidé, mais comme avec c'est ça après, et puis il s'est vidé avant aussi, avant le rebrand, et ça aussi, je pense que il faut en parler véritablement du fait qu'il se soit vidé avant le rebrand, et ça, je pense parfois on n'est pas prêt à cette conversation-là. Mais tout ça pour dire que je suis 100% d'accord avec toi sur ces points-là. Maintenant, je ne mettrai pas autant de distance entre les deux priorités qui sont, enfin, je veux dire, quasiment équivalentes. Et c'est là où je crois qu'il ne faut pas négliger le fait qu'il y a un train. Et ce train-là, quand il est en marche, on le reconnaît. Et il y a des passagers qui vont suivre ce train-là. Et qu'à un moment donné, ceux qui veulent être hackés pour des raisons qui depuis 20 ans n'ont jamais été adressées ou résolues, je pense qu'à un moment donné, il faut voir la destination. Oui, et quand tu parles de distance entre les deux, tu as raison que j'en mets une importance, mais ça va avec mon niveau de confiance qu'il y a avec l'un et avec l'autre. Je regarde le sportif, je me dis, je peux fermer les yeux pendant 6 mois, puis je vais les rouvrir. Je pense qu'on va être à une bonne place. Si je me dis, je ferme les yeux pendant 6 mois, puis là, tout d'un coup, on a pris des décisions sur le stade, le rebrand, le président, je me dis, boy, ça va comme être un coma d'à peu près 15 ans. Mais ça, ce serait un autre dossier. Bob Bradley qui débarque comme, tu sais, on aime avoir des bons méchants du côté du Toronto FC. Aller chercher le père de l'autre, Bob Bradley, non seulement pour être coach, mais pour être directeur sportif aussi. Écoute, on ne pouvait pas avoir un meilleur cadeau pour finir l'année après avoir battu Toronto en finale de championnat canadien. Non, clairement. Mais ça, c'est la main. Et puis, c'est bien parce que c'est totalement dans la lancée de la discussion qu'on vient d'avoir. C'est de voir à quel point les deux sont vraiment totalement liés par moment. C'est que clairement, tu vois un club qui... La photo de Toronto sur ces dernières années, c'est une équipe qui s'est finalement installée au niveau institutionnel, qui au niveau de sa structure a trouvé sa façon
de fonctionner et de devenir vraiment, de trouver sa place au point de devenir dominante, et de voir à quel point ça peut partir comme ça, complètement n'importe comment. Il suffit de quelques mauvaises décisions, quelques rouages, quelques personnes qui sont pas là au bon moment, à la bonne place, et puis voilà, que ce soit dans les bureaux ou que ce soit sur le terrain d'ailleurs. Et t'as un groupe qui n'a pas été suffisamment renouvelé. Et ça, je pense que c'est parce qu'il y a eu de mauvaises décisions au moment de l'arrivée d'un nouveau directeur général, qui n'a pas voulu prendre de décisions trop tranchées, et qui fait que le club a traîné. Probablement, je pense que le club aurait dû à un moment prendre certaines décisions vis-à-vis de ses cadres, en particulier Bradley, en particulier Altidore, plus tôt, et essayer de se projeter vers un renouvellement beaucoup plus vite plutôt qu'aller. Alors eux, ils sont allés chercher, ils vont aller chercher tel. C'était la lignée, la suite Giovinco. Il fallait qu'on aille chercher Pozuelo, il fallait qu'on aille chercher un tel, il fallait qu'on aille chercher un tel. Sans regarder comment le groupe et le club pouvaient avancer au-delà de ce petit coussin qui s'était fabriqué pendant quelques années, là où ils étaient clairement la meilleure équipe canadienne, l'une des meilleures de MLS, peut-être la meilleure de MLS à un moment, finaliste eux aussi de Ligue des Champions, et tout est parti en sucette en 2 ans. Et donc, le départ de Vané, le départ de Ali Curtis, qui est le directeur général, et tout ça a laissé d'énormes trous. Clairement, Chris Armas c'était en dehors de son élément totalement. Javier Pérez, tu savais que c'était un intérêt de décision, et relancer un petit peu sur des bases carrées. Bob Bradley, tu sais que tu repars sur des bases carrées. Il a fait du très bon travail à Los Angeles. Et Je pensais que tu allais dire Swansea. OK. C'était pas trop passé, hein? Pauvre Bradley, quand il est débarqué en Angleterre, c'est comme si on l'attendait avec un fanal. Tout ce qu'on espérait, c'était qu'il réussisse pas. C'était le contraire de Ted Lasso, dans le fond. Non, complètement. Non, mais t'as raison. Lui, il est arrivé, c'était perdu d'avance. Il aurait dû faire des miracles pour y arriver. C'est un peu d'ailleurs ce qui est arrivé à JC Marsh pendant un moment, hein, de la même façon. C'est que on était content de le voir, mais on était content pas mal de lui taper sur la tête en disant mais bon, il est américain. Donc, non, c'est sûr. Enfin bon, pour revenir à Toronto, c'est clairement une situation qui est partie dans tous les sens, justement parce qu'il n'y a pas eu de décisions fortes qui ont été prises à un moment. Toutes les petites pièces sont parties dans tous les sens, là, et tu te retrouves avec une équipe qui, de finalistes, multi-finalistes MLS, se retrouve en dehors des séries, et surtout qui n'a plus d'identité dans le jeu du tout. En 30 secondes, Sid, si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, et peut-être une question aussi. Est-ce que Michael Bradley, il a 34 ans, là, si je ne me trompe pas, est-ce qu'il se ramasse dans le staff de son père dans pas long? Est-ce que tu sais qu'il y a un Bradley déjà à Toronto, le frère de Bob Bradley, il est au marketing, directeur marketing, donc c'est une prise de contrôle de la famille Bradley à Toronto. Les Bradley, c'est comme les Irlandais. T'en envoies un dans un nouveau pays, dans un pub, O'Shea ou mec quelque chose, puis là, tout d'un coup, t'as une famille au complet qui débarque dans pas long. Mais écoute, je l'ai pas trouvé mauvais d'ailleurs en défenseur central, c'est pas la première fois que je t'allais dire en marketing. Que je le pense. Non, mais quoi que le marketing de Toronto est quand même de bonne facture. C'est une équipe qui est un peu bizarre, puisque je pense que l'an passé, ce que tu as dit 2 ans, mais l'an passé, ils sont deuxième au Supporter Shield, ou 3, donc comme ils sont très, jusqu'à la dernière journée, ils sont avec Philadelphie. Donc c'est une équipe qui avait bien vécu finalement le fait qu'ils étaient à l'étranger, donc, comme ils étaient basés ailleurs dans l'État de New York, mais je sais plus très bien où ils étaient situés. Mais bon, ils avaient bien fait, mais cette année, gueule de bois. Et parfois, quand Toronto, quand ils décident de plus jouer, ils jouent plus du tout. Ça doit arriver il y a 2-3 ans, je pense aussi, où une saison, ils font une saison complètement à l'envers, alors que bon, après la Ligue des Champions.
exact. après la Ligue Exactement. des Donc, Champions. Ouais. voilà. Donc, ils ont ces espèces de gueule de bois de saison dans un contexte où il n'y a pas de relégation non plus. Bon, ça change pas grand chose. Je crois que le départ d'Altidor va faire du bien parce qu'il était devenu son propre club et l'arrivée de Bob Bradley fera aussi du bien pour cette équipe. Un enjeu, garder Soltedo qui a l'air de vouloir partir selon ce Mm. qu'on lit. Mais c'est une équipe qui, il n'y a pas non plus 4 joueurs de l'équipe canadienne pour rien dans cette équipe-là. Donc, Mhm. ce sera intéressant à voir aller. Oui, et on parle de Ligue des champions du côté de Toronto. Ça me rappelle la Ligue des champions 2015. Je veux juste faire une dernière petite parenthèse par rapport à ce que je disais tantôt, les priorités. Moi, je me souviens d'avoir été bien, bien, bien excité au mois de janvier, février 2015. Puis tout d'un coup, Joey Saputo est débarqué pour nous dire qu'il n'y avait pas de buzz. Puis il avait peur de marquer l'histoire de manière négative. Je te confirme qu'il y a une couple de personnes qui s'étaient dit ouais, cette équipe-là, peut-être qu'on va attendre une couple de mois avant d'aller la voir au stade olympique ou au stade Saputo. C'est pour ce genre de commentaires-là que je préfère des priorités administratives que sportives au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Les Ouais. gars, en temps additionnel maintenant, Ligue des champions, Jean, explique-moi ce qui se passe avec les clubs espagnols. Je crois que eux aussi, on parle de gueule de bois là, parce qu'ils ont été pendant une douzaine d'années sur un nuage, hein, clairement au-dessus du lot d'une façon générale. Clairement, depuis quelques années, les clubs anglais, ou en tout cas une certaine crème de clubs anglais arrive à reprendre les places en volume que les clubs espagnols avaient en Europa, en Ligue des Champions. Petit à petit, tu vois que ce sont les clubs anglais qui prennent la place, ce qui était logique. L'Angleterre est passée devant au classement UEFA. Clairement, avec leur pouvoir, avec leur volume financier, ils sont, et on le voit clairement année après année, ils sont en train de grignoter sur pas mal de championnats. Et le seul qui était de leur niveau, voire même peut-être un moment supérieur, qui était la Liga, connaît des difficultés à ce niveau-là. Et la Liga est en train de travailler énormément à renouveler et à trouver de nouvelles solutions. Ça se sent au niveau des clubs phares. Barcelone en a parlé, qui clairement est dans un trou parce que financièrement, ils se sont retrouvés dans un trou. Et là, tu vois clairement un problème financier, mais ça, on peut en parler dans plein d'endroits. Mais Barcelone, c'est celui peut-être qui pète aussi complètement. Comment une mauvaise gestion financière a un impact direct sur ton projet sportif. Non seulement direct parce que tu peux pas regretter, etc., mais à long terme, parce que là, tu vois clairement à quel point Xavi a du boulot, et a du méchant boulot sur les mois qui viennent, voire les années qui viennent, s'il reste. Donc, écoute, il a Hey, là, commencé avec... attends, t'es pas en train de mettre Xavi dehors tout de suite, là? Comment ça, s'il reste, on va lui donner un break un peu, s'il vous plaît? Il reste plusieurs années, je veux dire, on va voir. OK, parfait. Ouais. Xavi out. Non. Clairement. Mais donc, ce qui se passe, c'est qu'ils avaient un match à domicile contre Benfica où ils devaient absolument se sortir et essayer de gagner pour assurer, pour en tout cas se donner une quasi-certitude de qualification au tour suivant. Là, ils font match nul et ils sont dans l'obligation d'aller gagner à Munich. Clairement, c'est pas bien. Clairement, c'est pas bien. Et même si Munich est à 5 victoires en 5 matchs, je les vois mal lever le pied simplement parce qu'ils sont qualifiés et faire un cadeau à Barcelone. Absolument. S'ils peuvent les enfoncer, parce que c'est l'ADN de Munich, s'ils peuvent les enfoncer, ils les enfonceront et ils permettront à Benfica de se qualifier, parce que tu dois assumer que Benfica va prendre ses points contre Kiev. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on voit clairement qu'à Barcelone, il y a un problème, et que c'est un problème qui est profond et qui ne va pas sortir simplement et qui ne va pas se résoudre simplement avec l'arrivée de Xavi, hein, c'est certain. Du côté de l'Atlético, c'est autre chose. L'Atlético, ils étaient en situation moyenne avant le match d'hier contre Milan. Ils avaient vraiment la possibilité de prendre les choses en main. Ils le perdent, ce match. Et c'est un Atlético, c'est l'Atlético du début de saison, là. Eux aussi, par les gueules de bois. Le titre qu'ils ont arraché l'année dernière, j'ai l'impression que ça les a pas mal émoussés, parce qu'ils ont plus ce même mordant, ils ont plus ce côté couteau entre les dents qu'ils avaient avec Simeone, qui est la marque de fabrique de l'Atlético sous Diego Simeone. Alors, l'année dernière, non, il y a 2 ans, ça leur était arrivé.
et ils s'étaient retrouvés en cours de saison, en milieu de saison. Il y a eu un moment où même on disait que Simeone allait pas terminer la Terminé. saison. Ils se sont retrouvés et ils ont redémarré. Est-ce qu'il faut attendre ça? Peut-être. Ce sera beaucoup plus dur cette fois-ci à redémarrer parce que tu sens qu'il il leur manque quelque chose. Il leur manque Mais vraiment. ça, c'est quand même impressionnant de la part de Diego Simeone parce que tu parles d'une marque de fabrique. C'est usant, jouer et penser comme on joue et on pense du côté de l'Atlético sous Simeone. D'avoir été capable quand même de relancer cette machine-là, c'est quelque chose, faut lever notre Ouais, chapeau à Simeone d'avoir été absolument. capable, surtout avec plusieurs cadres qui sont partis il y a quoi, il y a 2 ans maintenant, et on a été capable de repartir l'an passé et d'aller gagner ce titre de Liga espagnole. Très, très hâte de voir ce que ça va donner au cours des prochaines semaines. Je pense que le temps des fêtes, ça va vraiment être crucial pour savoir dans quel état d'esprit on va repartir Yeah, la prochaine année du absolument. côté de l'Atlético. Si on va en Angleterre maintenant, Sid, je regarde Chelsea ces temps-ci, puis je pense au Chelsea de Lampard, Terry, Drogba était là, Mourinho, Roman Abramovich venait un peu d'arriver, puis on découvrait les propriétaires ultra riches qui débarquaient puis qui étaient capables d'injecter, parlant de buzz, un buzz phénoménal dans un club. Je ne veux pas dire qui vivotait, là, mais qui ne connaissait pas les hauteurs de l'Europe et qui n'était pas sur le toit du monde. Est-ce qu'on ne donne pas assez de crédit à ce qui se passe à Chelsea en ce moment? Parce que là, il y a l'argent à Newcastle, il y a l'argent à City. Évidemment, on est peut-être plus branché aussi sur ce qui se passe ailleurs sur la planète avec les médias sociaux, mais à Chelsea en ce moment, là, c'est franchement impressionnant ce qui est en train de se passer. Oui, tout à fait. Donc, collectivement, c'est une incroyable machine, je pense, de 4-0 qui vient de coller à la Juve en atteste. Mais je pense que quand même, on lui donne le crédit à Chelsea. Je crois tout le monde les reconnaît à quel point Tuchel a transformé cette équipe-là. Mhm. Et ça fait même pas un an qu'il est présent. Et genre son 3-4-3, et quels que soient limite les joueurs, parce que là en ce moment Lukaku est blessé, mais ça change pas vraiment grand-chose. C'est la preuve que on a un rouleau compresseur et qui le fait de façon je dirais un peu défensif, mais pas de péjoratif, mais c'est surtout c'est un bloc extrêmement solide et qui, enfin, je trouve pour être venu s'accrocher et plus que s'accrocher d'ailleurs même à ce duo infernal de Liverpool City, il fallait être costaud et ils l'ont été. Et puis je pense que ce qu'il fait aujourd'hui est très intéressant parce que ça prouve que finalement le parcours qu'ils ont eu en Ligue des Champions, qu'on pouvait peut-être balayer un petit peu Mhm. avec de la réussite, prouve que non, c'est loin d'être un accident. C'est simplement la conséquence d'un travail qui s'est fait à une vitesse éclair et qui porte fruit. Et non, c'est impressionnant, c'est le terme. Oui, j'allais dire, c'est peut-être parce que fut un temps où Chelsea était la saveur du mois. C'était plus la saveur d'une décennie. Et là, tout d'un coup, on a commencé à voir d'autres saveurs se présenter. Ah, Puis- Oui, vas-y, Jean. c'est la preuve que tu as un gars qui est arrivé en cours de saison et qui a réussi non seulement à remotiver tout le monde, mais à les remotiver autour d'un projet de jeu, parce que là aussi, Ouais. il faut revenir à ça, le projet de jeu, s'il en parle, c'est une équipe qui est impressionnante dans sa compacité. Il y a pas d'espace, il n'y a rien qu'elle n'occupe pas, qui s'exprime d'une façon. Tu vois que les gars, ils jouent en bloc, ils jouent à l'unisson par moment. Dans certains moments de certaines séquences de jeu, c'est vraiment impressionnant parce que tu vois à quel point c'est préparé, quadrillé et que chacun a à la fois son module de jeu, d'occupation du terrain et de déplacement, mais le fait en fonction des autres. Il y a vraiment des interactions que je trouve extrêmement impressionnantes et qui vont au-delà du talent des joueurs. Il y a vraiment un travail et une réflexion derrière tout ça qui sont wow. Et que tu vois que Tourelle, lui donnant le temps, sans qu'il y ait autant de pression que ce qu'il a connu à Paris. Mine de rien, c'est Chelsea, mais il n'y a pas eu la même pression. Peut-être parce que justement Chelsea était passé un peu en dessous dans le drame collectif derrière Liverpool, Manchester City ou à un autre niveau Mhm. Manchester United.
On en parlait moins, il était un peu sous le radar. Et certainement pas favori de quoi que ce soit l'année dernière, mais ça leur a permis quand même de travailler et de préparer ces bases-là avec une certaine sérénité. Un court commentaire, Jean, avant qu'on passe au sujet chaud sur une situation déplorable au Qatar, des journalistes norvégiens qui sont allés là-bas pour enquêter sur les conditions de travail dans les stades qui sont toujours en construction pour la Coupe du Monde à la fin de l'année prochaine. Deux journalistes qui ont été arrêtés à leur passage à l'aéroport en route vers la Norvège. Leur dernière contribution avait été de dire oui, on nous présente un discours de travailleurs qui dit tout va bien, on est heureux, ça se passe comme il faut, mais il y en a d'autres à qui on a parlé qui vont pas bien du tout. D'abord, d'un point de vue journalistique, c'est inquiétant, mais qu'est-ce que ça annonce pour la suite? Est-ce que c'est la présence des médias qui est à repenser pour l'an prochain? Est-ce que ça met des barrières ou est-ce que c'est juste un événement comme ça et au final, on voulait juste envoyer un message? Puis quand la compétition va arriver, un peu comme c'était arrivé à Sochi, souviens-toi, il y avait un paquet de reportages qui étaient faits sur la périphérie des Jeux, l'impact en Russie. Comment tu vois ça pour l'année prochaine? Non, je pense au contraire, à mon avis, c'est un élément qui doit forcer un petit peu tout le monde à Ça continuer d'aller déclenche. dans cette, Mhm. dans cette voie-là. Je crois qu'il faut utiliser cette opportunité-là qu'est la Coupe du Monde pour continuer de parler, de mettre le doigt sur ce qui n'est pas beau. Alors, il y a de plus en plus de reportages, effectivement, et de témoignages sur ce qui se passe au niveau des ouvriers et des travailleurs là-bas, en particulier ceux qui viennent de l'extérieur Les du migrants. Qatar, Mhm. des migrants. Mais il y a déjà eu, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà eu certaines améliorations au niveau de certaines choses, en particulier le type de contrat qu'ils signent, qui font que à un moment tu signes un contrat et tu ne peux plus t'en défaire, tu es complètement à la merci de ton employeur. Il y a eu une évolution qui est clairement loin d'être euh, euh, suffisante, on va dire. Mhm. Donc, il faut continuer de pousser là-dessus et de continuer d'en parler, continuer de montrer ce qui se passe et continuer de dire, regarde, regarde, c'est pas que c'est pas possible, c'est parce que effectivement ça arrive. Mais il faut continuer de dire, regardez, non, 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 ça va pas, c'est pas suffisant, il faut continuer de le faire. Et c'est pas en boycottant et en n'en parlant pas ou en allant regarder ailleurs ou en n'allant pas au Qatar que ça réglera les choses. Il faut continuer, dire on y va, et une fois là-bas, on va continuer d'en parler, on va continuer de danser. Je cite toujours comme exemple ce qui s'est passé en Argentine en 78. Il y avait eu beaucoup de propositions de boycott contre la Coupe du Monde en Argentine, le Mhm. régime des généraux, les disparus, les militants Mhm. anti-régime qu'on faisait disparaître. Regarde, être allé en Argentine, ça a permis aux médias d'aller là-bas, de parler de ce qui se passait. On a découvert à ce moment-là, disons, tout ce qui est hors public, hors Amérique du Sud, découvert ce qu'étaient les maires de la place de Mai, qui continuent de militer justement pour qu'on reconnaisse ce qui s'était passé, ce qui se passait à ce moment-là. Donc, savoir quelle est la vraie réalité là-bas. Il faut être là-bas pour en témoigner, pour dire voilà ce qui se passe. C'est Mhm. pas en disant on va boycotter qui va marcher, à mon avis. Ouais, le problème en ce moment, c'est que c'est une tentative d'intimidation des Qataris, de dire ben, si vous venez, puis c'est ça Oui, votre intention, nous, on va clairement vous mettre des bâtons dans les roues. Ça va être intéressant à suivre. ça n'a jamais empêché parce que on a la chance d'avoir des médias qui veulent pousser et qui ont maintenant, Mhm. et on est loin d'avoir des super protections non plus, il n'y a qu'à voir les rapports qui sont faits tous les ans, mais il y a quand même cette possibilité de continuer de pousser, et si jamais il y a un blocage et qu'on dit vous venez de faire tel type de reportage, on vous renvoie chez vous, d'autres le feront. Je pense qu'on en est à ce moment-là. Il faut continuer de pousser. Sid, on va enchaîner avec une question pour toi. On commence le segment Sujet chaud avec une question de Danny Nguyen qui dit que ce soit avec Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino comme entraîneur, semble toujours manquer quelque chose au Paris Saint-Germain pour accéder à un autre niveau. Comment peut-on expliquer cette fragilité après tant d'investissements dans leur projet?
Ah, c'est intéressant. Il faut définir autre niveau. Je pense que si c'est remporter avec des champions, bon, ben, il y a 32 équipes qui se présentent chaque année avec l'idée de le faire Mhm. et 8 en particulier Il y en a qu'une qui qui gagne. sont très, très armés pour le faire. Donc voilà, c'est des questions parfois de réussite, de blessures, suspensions, configuration de match. Donc c'est toujours très compliqué. Je pense que on peut prendre les exemples de Manchester City ou de la Juventus qui courent après des champions et c'est compliqué. Maintenant, bon, pour répondre plus clairement, on va dire à la question, c'est vrai qu'il y a un environnement au Paris Saint-Germain qui est à la fois euh, politique et financier qui rend très compliqué l'aspect sportif. Les coachs sont pas pleinement en contrôle de tout ce qui se passe parce que les joueurs sont des actifs qui sont très précieux pour le club et ce club qui en 10 ans est devenu une des plus grosses marques mondiales dans le sport. On ne parle même plus juste du foot. Dépend aussi de la gestion de ces actifs-là. Donc ça peut être compliqué. Maintenant, je veux dire, quand on regarde la liste d'entraîneurs qui sont passés sur Roman Abramovich, il y a pas de façon de bien finalement il y a des façons de bien gérer, mais il y en a plusieurs. Après, à toi de trouver celle qui te correspond. Mais pour des choses qu'on va apprécier chez l'un, on va les détester chez l'autre. Et c'est là où que ça devient très compliqué de faire une bonne appréciation. Par contre, je veux dire, si on regarde juste le match d'hier, on a vu un projet de jeu qui est beaucoup plus abouti. C'est vrai que ça fait 5 ans que Guardiola il est en place. Les circuits et le profil des joueurs correspond à tout ce qu'il veut mettre en place. Alors que d'autre côté, on avait un espèce de 7+3 qui avait qui était un peu caricatural finalement, pour reprendre le mot que j'ai employé en début d'émission, sur ce que tu peux pas mettre en place, ce que tu peux pas faire pour gagner. Et pour autant, genre, à l'ouverture du but de Mbappé, la plupart des gens qui regardaient le match se dit ils peuvent l'emporter pareil. Et c'est ça le foot aussi, malheureusement ou heureusement, c'est que c'est pas une science exacte. Et donc ce fameux autre niveau, bon, on parle quand même d'une équipe qui est maintenant dans le dernier carré à plusieurs reprises. Je veux dire, il y a ce niveau-là, déjà il y a beaucoup qui veulent l'atteindre. Mais oui, après c'est ça, il y a cette réussite et allez, peut-être une politique sportive et un environnement politique qui devrait être mis en place, mais je crois même pas que c'est dans l'ADN du club. Si on parle d'ADN, je pense même pas que c'est dans leur ADN. Sid, on est le 25 novembre. Si un jour tu veux te lancer dans une carrière de boxeur, de combattant de l'UFC ou de lutteur, j'ai trouvé ton nom. Sydney, le dictionnaire FOWO. On a besoin de trouver la définition avant de commencer à jaser. Voilà, je l'ai trouvé, je suis très heureux. Tu m'enverras le chèque par la poste si Dana White il t'offre un gros contrat au cours des prochaines années. Jean, question pour toi maintenant. On continue de parler de Ligue des Champions. C'est Raphaël van der Heyden qui dit: est-ce que la performance d'Ajax est la meilleure en Ligue des Champions cette année? Non. Non, parce que ils sont dans un groupe clairement où c'était tout à fait possible qu'ils arrivent au point où ils en sont là, parce que ce soit Beşiktaş, le Sporting ou Dortmund connaissent leurs problèmes personnels et n'ont certainement pas abouti au même à ce que l'Ajax est capable de faire là. Maintenant, ça dit, bon, il y a quoi, 3 équipes qui sont à plein là, avec Ajax, donc 5 matchs, 5 victoires, c'est Ajax, Liverpool, Bayern. Clairement, je mets le Bayern une coche au-dessus de tout le monde actuellement au niveau du jeu et ce qui est présenté. Mais l'Ajax, c'est bien parce que ils ont fait face au problème habituel qui est la perte de plusieurs joueurs après une très 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 bonne saison il y a 3 ans, il y a 2 ans, 3 ans. Ils ont réussi quand même à garder Neves, Tadic. Il y a quelques gars qui sont quand même restés, Tagliafico, qui sont restés. Bon, il y a quelques autres qui sont arrivés et parce que là aussi on parle plusieurs fois d'ADN de club, mais parce que c'est l'Ajax, clairement, et que le renouvellement il était déjà prévu et le renouvellement du renouvellement il est déjà prévu là-bas, donc clairement ça se fait. T'as le jeune Argentin, Alessandro Martinez, qui est en défense centrale, qui est très très bien. Tu as Schur, lui aussi, qui est le partenaire de Martinez en défense centrale, que tout le monde voulait à un moment et puis qui est resté là-bas
et qui est extrêmement solide. Donc, ils ont réussi à quand même à garder un noyau, ou en tout cas un nombre assez important de joueurs qui étaient déjà de cette épopée d'il y a 3 ans et qui sont maintenant les cadres de l'équipe. Et le reste, parce que là encore, il y a un modèle Ajax. On a souvent parlé des modèles Barcelone où des tout jeunes, tu joues dans les mêmes systèmes et sur les mêmes concepts que l'équipe première. C'est un modèle qui vient de l'Ajax, ça, hein, qui vient de l'idée qui existe là-bas depuis 40 ans. Donc, effectivement, il est quand même un peu plus facile d'intégrer régulièrement des jeunes. Et ce que tu vois là, c'est une équipe qui retrouve essentiellement, alors il y a toujours des petits éléments qui font que ce qui est bon, ça peut être excellent. Et bon, on a vu ça à l'époque de Leaks, etc. Là, maintenant, tu vois une équipe qui est complètement dans son système, dans son individu, dans son expression collective très, très bien. Maintenant, je te dis, il y a un bémol qu'elle avait un groupe qui était totalement à sa main. Mais bon, donc il s'en sort. L'Ajax, ce n'est pas toujours le cas qui sort de ce genre de groupe. Maintenant, pour répondre à la question, non, je ne pense pas que ce soit la meilleure équipe qu'on voit actuellement au premier tour. Mais c'est clairement une équipe qui, là encore, va être pas mal compliquée à jouer quand on va arriver en février. Bon, je te donne pas la possibilité d'élaborer, mais je te donne l'obligation de dire c'est laquelle, d'abord, l'équipe la plus impressionnante. Bayern, je te dis. Bayern, pour l'instant, le Bayern. Parfait, vendu. Je ne sais pas s'ils tiendront toute la saison comme ça, mais moi, il m'a. Comment régleriez-vous la situation des gardiens du CF Montréal l'an prochain? C'est une question, Sid, qui vient de Thomas Villeneuve. Thomas termine en disant Breza, Pantémis, ou on continue à jongler entre les deux? Puis là, avant que tu dises, ouais, mais on ne sait jamais, il y a Jonathan Sirois aussi, je le mets dans le mix. Juste au cas. Mais on n'a pas de temps jonglé entre les deux. Je pense qu'à partir du moment où Breza a fait sa performance en championnat canadien, il a pris le poste de numéro 1. C'est sûr qu'il n'avait pas été. Non, si, la même semaine, il a été remis en MLS. Donc, je veux dire, c'est Pantémis qui a perdu sa place à quelque part. C'est pas d'un match à l'autre. Pantémis, sur cette séquence-là, le match à Toronto avec le but de Josie Altidore, 2 matchs plus tôt, je pense que c'était au Stade Saputo, tu avais les buts encaissés sur coup franc face à Philadelphie. Puis là, tout d'un coup, c'est Breza qui a gagné sa place, mais on n'a pas virevolté d'un à l'autre. Tu as raison. Non, c'est ça. Et donc, écoute, par rapport à ça, je crois que pour l'instant, Breza peut être pareil qu'un temps d'avance, mais bon, après, lui, il a une situation contractuelle à régler d'abord, donc ça se trouve, il sera même pas au camp lorsque la question se posera. Mais je pense qu'il paraît qu'un petit temps d'avance, mais c'est très fragile. Il peut vraiment se passer beaucoup de choses durant les prochains mois, parce que, je veux dire, au-delà d'une blessure, ça peut être juste comme à quel point tu viens en forme au jour 1. Tu l'as dit, ou Financy l'a dit, il faut être prêt à jouer un match lorsqu'ils vont se retrouver. Parfois, il y a des joueurs qui n'entendent pas ce type de message. Mais je pense que Breza a un temps d'avance et que si les choses restent en état, il sera le gardien numéro 1. Et puis, je pense que c'est le travail de Romuald, le coach des gardiens, de voir qui travaille le plus et qui peut faire plus de différence. Donc, c'est fragile. C'est fragile comme position. Si j'étais représentant de James Pantémis puis qu'on faisait un debrief de fin de saison, c'est peut-être pas ce que Pantémis voudrait entendre, mais je lui dirais, Sébastien Breza, c'est la plus belle affaire qui t'est arrivée dans ta carrière. Parce que là, tu pensais peut-être que tu étais arrivé comme numéro 1, tu avais mis un pied dans la porte, on vient de te rappeler à l'ordre que tu es encore vert, tu as beaucoup de travail à faire, il faut que tu t'assures d'être un leader, il faut que tu gardes tes joueurs. De ton côté, tu les envoies pas en dessous de l'autobus comme il l'avait fait avec Matko Miljevic puis son mauvais positionnement dans le mur. C'est vrai que c'était mal positionné, mais toi, tu avais des responsabilités aussi. Puis au final, Josie Altidore réussit à marquer un but. Bref, si tu réussis à le prendre de cette manière-là, je pense que ça peut faire beaucoup de bien à Pantémis. En même temps, si tu t'apitoies sur ton sort, là, ça peut devenir assez contre-productif. Merci. Jean, il y a Chan qui nous demande qui sera le meilleur candidat pour être un nouveau manager de Manchester United, sachant que il y a une autoproclamation aujourd'hui, je pense, sur Instagram. C'est Eric Cantona qui est sorti pour nous dire « Je vous confirme que je suis
le prochain entraîneur de Manchester United. Ça n'a pas été repris dans les médias depuis ce temps-là. Vous comprendrez que ça, c'est du très grand Éric Cantona. À part Éric, même si, tu sais quoi, rendu là, pourquoi pas? 6 mois de divertissement, ce serait extraordinaire. Non, mais sérieusement, tu irais avec qui comme candidat pour remplacer Solskjaer? Je sais pas, parce que, bon, ce qui se passe là, c'est que tu as Carrick qui est là pendant Par intérim. Il est question d'aller chercher quelqu'un pour assurer la fin de saison. Et pendant tout ce temps-là, le club est en discussion avec X candidats. Est-ce qu'il y a un candidat parmi ceux-là qui s'impose? Non, on a parlé de Pochettino, mais tu vois, oui, il y en a un, c'est Éric Cantona. Éric Cantona s'est imposé il y a 16 mois. Cantona, alors, c'est quoi? Cantona, il va te remplir, rien que par le fait que c'est Cantona, il va te remplir Old Trafford pendant 6 mois. Ça va exploser dans 7. Ça va être comme Paolo Di Canio. Ce serait un genre de Paolo Di Canio quand il est arrivé. Ça va être rempli de passion, puis à un moment donné, ça va péter de tout bord, de tout côté. Clairement. Mais c'est pas évident parce qu'il y a là aussi un énorme problème qui lui n'est pas sportif, qui vient d'avant. Il y a clairement aucune idée directrice derrière ce club-là qui explique comment on est allé avec... on a viré Mourinho pour mettre Solskjaer qui devait être un intérim, et puis Solskjaer a connu une belle période qui a été bien enrobée, bien présentée avec un joli paquet cadeau, et on s'est dit, c'est la panacée et tout. Donc, au lieu d'être un intérim, il a eu un premier contrat qui aurait dû le mettre un petit peu aurait dû permettre d'ouvrir la porte et de permettre de négocier avec d'autres entraîneurs, ce qui n'était pas fait, parce qu'en gros, la question, ça a été, est-ce qu'on garde Solskjaer ou est-ce qu'on garde Solskjaer, clairement, parce qu'il n'y a jamais eu de vraies discussions. Et qui amène à un renouvellement de contrat et une plus grande liberté de manœuvre l'été dernier, avec un recrutement quand même conséquent. Quand tu vas chercher Varane et Jadon Sancho, c'est que tu as les mains libres pour faire pas mal de choses que, par exemple, David Moyes n'avait pas, ou que même Mourinho n'avait pas d'ailleurs, parce qu'il s'était plaint pendant longtemps. Et qu'en plus, tu fais venir Cristiano Ronaldo, clairement, ça veut dire que tu es installé là comme il faut. Le bâton, c'est que quand ça ne roule pas, et clairement, on voit que Solskjaer était limité dans ce qu'il était capable de présenter au niveau jeu, ça allait nulle part. Il y a un problème. Mais maintenant, vu l'équipe telle qu'elle est et vu certaines lacunes dans justement l'effectif, j'ai du mal à voir qui est capable de les remettre en route. Zidane, parce que c'est une gestion d'ego. Zidane, c'est pas quelqu'un qui arrive avec un fantastique projet sportif à la Guardiola, à la Tourelle ou à la Klopp. Par contre, c'est quelqu'un qui est formidablement à l'aise, comme Ancelotti, à gérer un vestiaire. Formidablement à l'aise. Lui, il rentre dans un vestiaire, tout le monde se tait et tout le monde écoute. Peut-être que c'est la solution, mais clairement, lui, l'Angleterre, ça lui dit pas trop. Et il y a aussi une nécessité d'avoir cette adéquation entre l'entraîneur, l'environnement, ce que ça représente, etc. Si ça cloche dès le départ, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Pochettino, mais est-ce que Pochettino, avec ce groupe-là, il est capable de faire quelque chose? Je suis pas certain non plus. Tu vois les problèmes qu'il a au PSG, alors que on pensait que c'était un mariage idéal. Mais c'est très difficile de trouver quelqu'un qui faire. Tu tirais avec qui? Un Ancelotti, un Benitez, des gars qui sont comme ça, qui sont extrêmement carrés, qui vont remettre les choses en ordre, qui vont dire, voilà, j'ai Ronaldo, parce que Ronaldo, clairement, va définir une certaine façon de jouer. Donc, il faut qu'on fasse en sorte d'avoir un rendement maximum avec les joueurs qu'il y a là. Peut-être que tu veux un super pragmatique dans ce genre-là. Oui, ça montre à quel point c'est complexe. Et juste pour revenir sur Zidane, tu es en train de proposer plein de gars qui sont passés par Liverpool. Là, tu veux mettre le feu à Old Trafford, Jack? En plus, clairement. Et juste pour conclure sur Zidane, je te confirme que Piccadilly Gardens, c'est pas la Plaza Real de Madrid. Il va falloir que tu t'adaptes si t'es Zizou. Très rapidement, Sid, parce que le temps file, il y a Éric Michaud qui nous dit, est-ce que le PSG arrivera à retrouver le Messi du Barça?
A-t-il besoin de temps pour s'adapter ou est-il mal utilisé? Avant que tu me demandes de définir c'est lequel Messi de quel Barça, je te laisse la liberté de le faire Quel toi-même. PSG. OK? Quel PSG. Mais oui, mais non, mais forcément, Oli. Je veux dire, il a 34 ans, si je m'abuse. Comme tu veux retrouver celui qui a 19 ans avec les cheveux mi-longs, qui virevoltait sur la Oui, ligne, s'il vous ou plaît. le joueur de 28 Bien. ans qui était mué en numéro 10, faux neuf. Bon, c'est impossible, genre, comme il a pu marquer 100 buts, etc. Il faut tirer une croix dessus. Et puis, on l'a même pas ramené pour ça. C'est une équipe qui a pas besoin d'un Messi qui marque 100 buts. C'est une équipe qui s'est dit, avec lui, on va avoir d'autres contrats de sponsoring. Puis, c'est ça, c'est ça l'opportunité de marché qui s'est présentée. Maintenant, il y a un système de jeu qui pourrait peut-être un peu mieux le mettre en valeur dans l'espèce et l'ensemble de l'effectif, parce que je pense que là, le problème de Mourinho, de Pochettino, c'est vraiment ce système de jeu qui ne met pas en valeur au moins 5 joueurs de son effectif. Il faut qu'il commence à passer en 3-5-2, qui vive avec les conséquences de ce 3-5-2, avoir Messi derrière Neymar et Mbappé, et puis avoir ces deux pistons, que ce soit Hakimi, Bernat, Nuno Gomez, et puis on vit à 3 et c'est derrière, et c'est comme ça. Je crois que c'est la seule façon de optimiser les qualités de Messi. Mais maintenant, oublie l'idée d'avoir le Messi du Barça, parce que d'ailleurs, même le Messi qu'il a dans sa tête n'est même pas le Messi des dernières années. Je veux dire, si on parle du Messi qui était derrière les Xavi, Iniesta, Busquets, avec Suarez parfois, ou tellement de joueurs, ou Henry, Ibrahimovic, bref, je sais pas, je vois même pas de quoi on parle. Là, on chasse un fantôme, et ça, c'est pas c'est pas la peine. Mais il y a des systèmes qui peuvent mettre Messi plus au cœur du jeu et non pas un peu sur la ligne comme on le voit parfois. C'est un peu frustrant. Ça, c'est clair que c'est à mettre en place par Pochettino, et je sais pas véritablement ce qu'il attend pour le faire. Dans le fond, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est le Inception du monde du foot. On cherche le Messi qui est dans le Messi, qui avait passé du temps dans le Messi, puis 8 Messi plus tard, on se demande si on est dans la réalité ou dans la fiction. Jean Gounel, Sydney, le dictionnaire Foro, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de jaser avec vous, les gars, comme ça Merci à l'est toi. à chaque semaine. Merci. Merci à vous, à la maison ou en balade ou en voiture, de passer cette heure avec nous à chaque semaine. C'est très apprécié. Vos questions le sont aussi sur Twitter, #LDSF, et continuez de partager le contenu. rds.ca/balado-diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.